pouvoir, donc nous allons pouvoir terminer la correction de l'annale 2013 et vous avez certainement vu que je vous ai mis un sujet supplémentaire pour terminer aujourd'hui les séances de révision sur les coûts complets. Après, on abordera le bilan fonctionnel pour le prochain cycle. Je vais donc reprendre en projetant. Donc voilà où nous en sommes arrivés, d'accord. Alors, je vous rappelle juste un petit peu le contexte de l'exercice. Nous avions terminé toute l'étude des coûts complets. Il nous restait juste à fixer, à répondre surtout à la dernière question du cas. Ici, à la deuxième question. La première question, elle était relative au calcul de coût de revient, chose que nous avons établie. Et par contre, la question suivante, elle est relative à une question de marge, d'accord. Et elle peut nous renvoyer vers le calcul de la marge que l'on avait établi quand on faisait l'étude de la rentabilité. Et ici, la direction souhaite réaliser une marge bénéficiaire de 22% sur le plat. C'est-à-dire que quand le plat est vendu, il faut qu'il y ait 22% qui reste dans la poche de la direction. Le reste étant bien sûr dévolu à payer le plat, donc à couvrir le coût de revient. Donc si vous vous souvenez, vous l'avez de toute façon, tout ça, nous avions établi que le coût de revient du lapin en sauce, puisqu'on la parle ici du lapin en sauce, il était de 4,13 €. Donc ça, c'est le coût de revient. Okay. Est-ce que quelqu'un a cherché ou quelqu'un a une idée quant aux modalités de calcul qui vont nous permettre de déterminer le prix de vente en réalisant, par rapport à ce prix de vente, une marge de 22%. C'est-à-dire que si, par exemple, le lapin, je le vendais 100 €, je suis censé, quand il y a une marge de 22%, faire une marge de 22 €. D'accord. 100 multiplié par 22%, prix de vente multiplié par taux de marge est égal à la marge réalisée. Est-ce que quelqu'un a une idée quant au calcul qui nous permettrait de trouver le prix de vente qui permettrait de réaliser une marge de 22%, étant donné que les autres pourcentages seraient dédiés au paiement du prix de revient du lapin? Alors, si mon lapin Alors, Maxime nous propose au moins déjà quelque chose, qui est plutôt pas mal. Maxime nous propose de faire le prix de revient multiplié par 22%. Mais ce qui voudrait dire que je vais obtenir. Et donc, quel serait le prix de vente, Maxime? Donc, si je prends je vais faire un petit tableau blanc pour faire mes explications. De toute façon, je m'en servirai après aussi. Voilà, donc a priori, vous avez à l'écran un tableau blanc auquel vous pouvez aussi vous connecter. Il faudra vous connecter. Je ne sais pas pourquoi il y a des sous-titres. Il faut activer quelque chose. Alors, juste 30 secondes. Attendez, je fais juste un petit truc. Voilà, j'ai activé les sous-titres. Hop, j'active ça. Je me mets à l'écran mon tableau blanc que je ne mets pas ici. Voilà, on y est. Donc,
Odd nous dit, voilà. Voilà alors, on va enlever le nom. Hein. Voilà ce que propose Odd, et je pense que voilà, Maxime proposait la même chose. Donc, ce qui veut dire que, je vous rappelle que la marge, pour trouver le montant de la marge, on fait 22% du prix de vente. Or, vous m'avez rajouté 22% du prix de revient. C'est ça le problème ici. C'est qu'ici, vous appliquez mal dans votre façon de faire, vous appliquez mal les choses. On a mon prix de vente. Encore celui que je cherche. Hein. Quand je vais raisonner en pourcentage, le prix de vente représente 100% du prix. Ce prix de vente, lui, il contient il faut bien payer le plat, hein, donc il contient le coût de revient. Soit 4,13 €. Et il contient aussi de la marge. Il contient donc deux choses. Mon prix de vente contient donc deux choses. De la marge. Et cette marge, elle représente 22%. 22% des 100%. On est d'accord? Parce que jusque-là, j'ai tout le monde. Alors, 3,34, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, Maxime, votre 3,34. Vous allez regarder ma démonstration, Maxime, et puis vous allez voir éventuellement si ça correspond à ce que vous avez trouvé. Je ne suis pas très sûr. Ici, si la marge représente 22% du prix de vente, combien représente le coût de revient, à votre avis? Si dans mes 100%, j'ai de la marge à hauteur de 22% et le reste à hauteur du coût de revient, combien représente le coût de revient? Pas très compliqué, hein, ça va représenter 78% du prix de vente. Ça, je l'ai deviné. Hein. Cette partie-là, hop. Ça, ce sont tous les éléments que j'avais. Et la partie que j'ai mis en rouge ici, c'est une partie que je devine. Comment je l'ai deviné? Simplement parce que j'ai fait 100%. Le prix de vente, c'est 100%. C'est 100%. Moins la marge est de 22%. Donc, le coût de revient représente 78% du prix de vente. C'est bon pour tout le monde? Donc, si 4,13 représente 78% d'un prix que je cherche, je vais simplement faire un produit en croix. Et donc, pour trouver ma solution, donc mon prix de vente, il est égal à 4,13 divisé par 78 multiplié par 100. Simplement un produit en croix. Hein. Donc, mon prix de vente
il est égal à 5,29. Donc, si je fais un prix de vente à 5,29, normalement, à l'intérieur, il y a 22% de marge et normalement, il doit me rester 4,13 pour payer le prix en termes de coût de revient. Hein. D'accord. Donc, ici, regardons si ma solution fonctionne bien. Donc, le prix de vente, il est de 5,29. La marge, qui est de 22%, elle est de 5,29 fois 22%, c'est-à-dire 1,16. Là, j'ai bien 22% de marge. Et normalement, il doit me rester suffisamment pour payer le coût de revient. Donc, il reste donc 5,29 moins 1,16, 4,13. Ici, pour payer le coût de revient. Est-ce que c'est clair sur la méthode que j'ai adoptée? Je me dis que voilà, mon prix il est de 100%. À l'intérieur de ce prix, il y a de la marge et le coût de revient. De la marge plus le coût de revient. Si la marge est de 22%, obligatoirement, le coût de revient doit être de 78%. 78% d'un prix que je cherche. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon produit en croix. J'ai divisé par 78, j'ai multiplié par 100. Et j'ai obtenu mon prix de vente de 5,29. Je fais ma petite vérification après. Je pose mon prix de vente, je calcule ma marge, 1,16 €. Si je retire la marge du prix de vente, il doit me rester suffisamment d'argent pour payer le coût de revient. Effectivement, il me reste 4,13 € qui correspondent au coût de revient. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Bon. Okay. Alors, on va pouvoir... Je vais repasser sur la feuille. Voilà, ici on avait dans le corrigé, vous aurez les montants que j'ai inscrits déjà dans le tableau précédent avec la petite explication. Hop, exactement, puisque j'ai la feuille du corrigé. C'est pas celle-ci. C'est celle-ci, donc voilà. Hop. Et on revient à nos coûts. Une petite erreur d'ailleurs. Alors, 144, c'est ce qu'on avait retrouvé. Je vais vérifier juste mon montant. C'est 59. Hein. Et la marge. Non, c'est ça. Un jour les chiffres parce que j'avais dû travailler différemment. Et donc,
Voilà pour l'explication du calcul de ce coût de revient. Alors, je vous propose un dernier sujet sur ce thème, un dernier sujet qui avait été proposé en examen blanc. Un dernier sujet qui a été proposé en 2017, je crois, mais pas au BTS, mais un BTS blanc qu'avait organisé Diderot. On va le lire ensemble. Et j'ai déjà fait le repérage des différentes données qui vont me permettre de remplir mes différents tableaux. Alors, je vais passer plutôt sur celui que j'ai mis sur votre sur NetCampus. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Aquitaine Biologie propose, entre autres, des biscuits à base de dattes. On met à votre disposition les informations suivantes pour la production de 7820 biscuits. Donc je sais déjà que j'ai produit 7820. Je sais qu'au niveau de la production, je vais devoir retenir le montant de le nombre, la quantité de 7820 biscuits produits. Ensuite, on nous donne un certain nombre d'informations, comme on commence à avoir l'habitude, des informations liées aux achats, aux consommations, au stock. Et puis, il y a 2 ateliers qui composent la production. Et puis, on a aussi notre tableau de répartition des coûts indirects, que l'on voit sur le côté. Alors moi, dans ma méthodologie, je vous ai dit, je mets des couleurs. J'aime bien mettre des couleurs avec les données qui sont importantes pour chaque centre d'analyse. Et ici, j'ai repéré donc 3 centres d'analyse. Un premier centre d'analyse ici, on ne va pas mettre ça. Hop, c'est le coût de production. Hop, voilà. Coût de production final. Donc un premier centre d'analyse qui est l'approvisionnement. Après, un centre d'analyse de production, mais qui est divisé en 2 parties. Une partie cuisson, une partie conditionnement. Et vous voyez qu'il n'y a pas de centre de distribution. Ce n'est pas très grave, ça veut dire qu'il n'y a pas d'atelier de distribution, c'est tout. Donc moi, j'ai mis mes différents centres d'analyse avec un coût de production qui sera sur le cumul des deux ici, avec les couleurs jaune pour la partie achat. J'ai mis en jaune les éléments qui étaient intéressants. Vert pour la partie production-cuisson. Donc j'ai mis en vert les données qui étaient importantes, que je rattachais à ce centre d'analyse. Et ici en rose, la deuxième partie de production, qui est la partie conditionnement. Pareil, j'ai mis en rose les éléments intéressants. Ensuite, on me parle des stocks. J'ai mis ici en bleu les stocks et la méthode qui allait être utilisée, méthode assez classique. Il n'y a pas de raison d'utiliser une autre méthode que celle des coûts unitaires moyens pondérés. Maintenant, il va falloir que je remplisse mes différents tableaux que je vous ai préparés en reprenant à chaque fois les choses qui étaient intéressantes pour remplir mes tableaux. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de le travailler un petit peu? Bon, pas trop de réponses. Alors, ce que je vous propose, non, malheureusement, ce n'est pas très grave. Ce que je vous propose, c'est que sur notre tableau blanc, je vais vous demander d'aller travailler un peu dessus. Okay. Après, vous avez tous les éléments. Je vais réafficher le tableau blanc. Allez, 2 choses à faire ici. Je veux 2 volontaires. On va dire, voilà, il y en a 2 qui sont connectés, Aude et Vincent. Vous me remplissez mon tableau. Ici, bien sûr, on est sur
Voilà le coût d'achat des matières premières pour le beurre et les dattes. Voilà les éléments dont vous aurez besoin. Donc ici, je demande donc à Aude, et j'avais dit Vincent. Il y en a un. Aude fait les dates. Hop, voilà. Et Vincent, voilà, il va nous remplir la partie du beurre. Ensuite, sur la feuille suivante, Je suis pas sûre d'avoir la main. J'ai l'impression que j'arrive pas à enregistrer les chiffres. alors attendez, hop, je règle juste cette affaire. Voilà. C'est comme ça. Alors c'est Aude qui me dit ça, c'est ça? Bah, je pense que vous devez avoir la main, Aude. Il faut simplement prendre le petit outil de. Vous ne pouvez pas écrire directement dedans, hein. Vous prenez le petit outil comme vous le voyez sur l'écran là, le petit outil de texte, et vous venez vous positionner dans la case et vous m'indiquez les montants et les chiffres que vous voulez indiquer. Et Maxime, vous vous occupez de la cassonade sur la feuille suivante. Et y a-t-il un volontaire, quelqu'un qui va bien s'occuper de la farine, s'il vous plaît? On a qui de connecté là? Allez, premier, Charlène, s'il vous plaît. C'est bon pour vous, Charlène ou Maxime, c'est super. Enfin, c'est OK. Enfin, c'est pas encore super, mais pour l'instant, c'est OK. Alors, Fadila, est-ce que vous pouvez prendre le relais de Charlène, s'il vous plaît? Je vois que vous êtes connecté. Voilà. Fadila.
Quand Maxime se dévoue. Ok, alors Maxime nous a fait ça. Je pense que de l'autre côté, Aude a bientôt terminé. Ok, bien, merci d'avoir participé, c'est super. Alors, c'est super aussi parce que vous avez fait 4 fois la même erreur. Donc, au moins, je n'aurai qu'une explication à donner. Vous avez fait 4 fois la même erreur parce que vous êtes parti sans regarder le tableau de répartition des coûts indirects. Le tableau de répartition des coûts indirects, ici, nous dit quoi? Il nous dit que l'unité d'œuvre, ce qui va compter et ce qui va permettre de déterminer le nombre d'unités d'œuvre à indiquer, c'est le montant des achats et non pas le kilo acheté. Dans d'autres exercices, effectivement, on avait travaillé sur le kilo acheté. Donc ici, je vais prendre sur celui de Aude. Quel est le montant Aude des achats? 840 euros. D'accord? Donc ici, il fallait reprendre le montant des achats ici, 840 euros, et rajouter 0,49 par euro acheté. Donc attention à vous de bien reprendre la nature de l'unité d'œuvre de façon à non pas agir là sur le kilo. Des fois, ça pourrait être le montant des achats, des fois, ça sera au kilo acheté, des fois, ça sera peut-être une autre unité d'œuvre que le correcteur ou que le rédacteur du sujet aura mis dans le tableau. Mais avant de vous lancer à l'assaut et de mettre tout de suite le nombre de kilos, parce que c'est vrai que c'est plutôt une habitude de mettre le nombre de kilos. Ici, on a modifié la nature de l'unité d'œuvre, on a mis le montant des achats, c'est-à-dire que pour chaque euro acheté, ça induit 0,49 49 centimes de charge. Donc ici, effectivement, il fallait reprendre les 840 multipliés par 0,49 et trouver le montant. Vous embêtez pas trop, je vais vous mettre le corrigé directement à l'écran, Vincent. Est-ce que c'est compris pour l'erreur que vous avez faite? C'est bien de faire des erreurs. Il vaut mieux faire des erreurs maintenant que de les faire dans un mois quand vous serez devant votre copie ou dans 2 ans quand vous serez lors de votre examen. Donc attention, point de vigilance, il faut bien regarder la nature de l'unité d'œuvre de façon à ne pas se tromper
et ne pas utiliser, par exemple ici, le kilo, alors qu'il fallait utiliser le montant des achats réalisés. Alors, je vais juste passer sur une fonction pour vous mettre le corrigé. Alors, bien sûr, vous l'aurez dans votre Net Campus. Hein. Donc, ici, voilà. Il fallait donc reprendre à chaque fois le montant des achats et remultiplier par 0,49 le coût de chaque unité, de chaque euro acheté. Donc, voilà les coûts qui étaient donnés, pour lesquels les coûts, en fait, les coûts d'achat. Ça répond à notre première question, quel est le coût d'achat ici? Coût d'achat ou coût d'approvisionnement, c'est la même chose. Ça répond à une partie de ces coûts d'achat. Maintenant, on va pouvoir en déduire les stocks. D'accord. Alors, au niveau des stocks, hop, je vais vous mettre les fiches pour répondre au niveau des stocks. D'abord, pour cette première partie-là, et comme information, on avait cette information-là concernant les stocks. Alors, y a-t-il des volontaires? On va peut-être pas retravailler toujours avec les mêmes. Tout à l'heure, j'ai tenté Charlène, mais a priori, ce n'était pas ça. Élise, dites-moi tout de suite si vous êtes volontaire pour remplir notre tableau des stocks. Faut y aller. Hein. Il n'y a pas de... Vous vous trompez, ben, tant mieux. Tant mieux, au moins, vous savez... je vous laisse faire le beurre, Vincent, puisque vous êtes volontaire. Super, voilà, c'est comme ça qu'on avance. Vincent, hop. Élise, non, pas volontaire. Et pareil pour Maxime. Allez, Maxime, les dates. Hop. J'avoue que j'ai un peu de mal, je préfère regarder Maxime, hop, pour les dates. Et je vais faire donc, pour la feuille suivante pour voilà, donc pour les stocks ici de non, c'est pas de date et de beurre. Hop, je me suis trompé, excusez-moi. Cassonade et farine. Voilà. Alors pareil, des volontaires pour remplir les fiches de stock de cassonade et farine. Nafissa, peut-être? Alors, pas de Nafissa. Est-ce que Lou serait tenté? Alors, Lou, je suis perdu, monsieur. Je vous ai posé des questions. Vous m'avez posé des questions. Ah bah. Je suis perdu, monsieur. Alors, vous avez vu mes questions? Non, j'ai pas vu vos questions, Lou. Je vais y répondre tout de suite. Alors, pendant que les garçons, ils vont se mettre au boulot. D'accord, super, Vincent, c'est nickel. Ah, c'est du bon boulot. Pour l'instant, pour laisser travailler les garçons là-dessus. Alors, les 1200 de charge générale ne servent pas. Alors, je vais répondre.
question après. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste laisser les garçons nous. Je règle mon ordinateur pour voir les questions en même temps, parce que je ne peux pas tout voir en même temps. Alors, vous me demandez, Lou, je repasse sur la feuille ici, c'est les 1200. Donc, les 1200 euros, d'accord, c'est le total des charges indirectes qu'il va falloir répartir. Ils vont être répartis en fonction du montant des achats. Et à chaque fois que j'aurai 1 euro acheté, je vais donc, puisque au total, il y a eu 2441 euros d'achats qui ont été faits, si on additionnait ici 165 plus les autres achats, les 840, les 1200, on aurait un total de 2441. Et les 1200 sont répartis, on ne s'en sert pas, on s'en sert pour faire le calcul des 0,49, puisque ici les 0,49, on a fait 1200 divisé par 2441 est égal à 0,49. Il nous aurait servi si on avait dû calculer le coût de l'unité d'œuvre. Mais une fois que le coût de l'unité d'œuvre a été calculé, les 1200 ne nous servent plus. Ça marche? Je vous ai posé une question. Alors, on va regarder ce que les garçons nous ont fait. Alors. Ok, ben c'est bien, parce qu'il y a des petites erreurs. C'est qui? Solène, peut-être. Solène, vous voulez faire un peu les fiches de stock de la cassonade, si vous êtes, je vois que vous êtes connecté. Moi, je suis pas. Je veux bien essayer, mais je suis en train de regarder les garçons, mais je sais pas si j'arriverai à remplir toutes les cases. Allez-y, on s'en fiche. Allez-y, Ok. allez-y. Il n'y a pas y a pas de problème. Je préfère que vous me fassiez des erreurs, que vous vous trompiez, que vous plantiez. Ah, voilà, ça c'est bon, Maxime. Vincent, Vincent. Votre coût d'entrée en stock, c'est votre coût d'approvisionnement. Donc là, vous m'avez mis un coût d'entrée en stock, vous m'avez mis le coût d'achat. Mais le coût qu'on va retenir pour l'entrée en stock, Vincent, ça sera le coût d'approvisionnement. Donc vous, pour le beurre ici, ça ne sera pas 6,10 € le montant des achats, mais 9,09 € le montant, le coût d'approvisionnement. D'accord? Je vous laisse corriger. Donc, voilà. Solène, je vais vous accompagner. D'abord, le stock initial, vous allez reprendre les éléments qui sont indiqués dans le cadre bleu. D'accord? Donc là, vous traitez de la cassonade, le sucre, hein, grosso modo. Vous allez prendre les 500 kg à 1,50 € et vous allez indiquer quel est le montant total. Aude, si vous voulez vous lancer sur la farine, allez-y. Hein. Vous êtes la bienvenue. Alors, OK pour la quantité en entrée, pas de souci. Alors, donc ici, Solène, vous allez reprendre le coût d'approvisionnement. Au niveau du coût unitaire, du prix unitaire, vous allez obligatoirement reprendre le coût d'approvisionnement, c'est-à-dire 2,24 €. Surtout pas les 1,50 €. Donc là, je mets quoi, pardon?
Alors là, si vous traitez au niveau du stock, vous prenez vos 1,50 €. Maintenant, vous multipliez pour avoir le T, le total ici. Vous multipliez 500 par 1,50 €. Vous aurez votre total. Sur la deuxième ligne, au niveau des entrées, vos 110 kilos, vous allez les rentrer au coût d'approvisionnement, c'est-à-dire pour la cassonade 2,24 €, le coût qui est issu du tableau précédent. Alors Maxime, il va falloir recalculer le prix unitaire. Votre coût moyen unitaire pondéré, il n'est pas à 6,64 €. Vincent, c'est nickel. Voilà, parfait Maxime, ça marche. Alors donc, OK pour le coût d'entrée en stock à 0,34 odd, parfait. Alors Solène, pourquoi avez-vous changé votre coût du prix unitaire du stock initial? Vous m'avez mis 7 €. Ben, en fait, vous m'avez dit de multiplier 500 par... Oui, mais pour avoir le total, d'accord? Ah, ok. Alors regardez bien. Hop, on va le supprimer. Donc le coût unitaire au niveau du stock initial, on est à 1,50 €. Donc, quand je multiplie 500 par 1,50 €, je vais avoir le coût total ici. Donc, il va falloir inscrire dans la case totale. Donc, ici, on est à 750 € au total. Oui. Bon. Allez-y. Donc, continuez maintenant sur votre entrée. Et après, on verra comment on trouve le prix unitaire ici, qui est le plus intéressant. Alors, Aude, est-ce que 200 fois 0,23 est égal à 0,46? Ça me paraît un peu juste comme calcul. Est-ce que 200 fois 0,23 est égal à 0,46? N'y aurait-il pas une petite erreur? On est beaucoup mieux là, effectivement. Ça marche. Par contre, il faudra calculer votre prix unitaire, voilà. Alors, donc Solène, 110 fois 2,24, ça fait 245,85. De toute façon, il avait été déjà calculé avec le tableau de dessus. Donc, je peux reprendre directement le 245,85 ici. C'est bon, Aude. Parfait. Ok, en plus, j'avais fait les sorties, les garçons, à 7,59. Parfait. Ça marche. Bon, 0,285, c'est tout bon. Voilà, Solène. Alors, attendez, Solène. Dans la méthodologie, première étape, vous additionnez les quantités. Parce que ici, le prix unitaire, celui que, ici, voilà, je vais encadrer dans un carré rouge, là, ça va être issu d'un calcul.
faut d'abord additionner les quantités, chose que vous avez déjà faite, à 610 €. Ensuite, additionner les totaux, d'accord. Alors ici, je vais vous dire, on est à 995. Hop, on va pouvoir l'inscrire. 995,85. Et pour trouver le prix, pour trouver le coût unitaire, avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré, on doit faire 995,85 divisé par 610. Et ça va nous donner ici un prix unitaire à 1,63. Ah, d'accord, ok. Merci. Voilà, donc effectivement, on a fait nos coûts ici au niveau des stocks. D'accord. Alors, juste où il faut faire attention, c'est de bien repartir sur le coût d'approvisionnement ou le coût d'achat, et non pas sur le prix qui a été, qui nous a servi de base de calcul au départ. D'accord. Donc, c'est bien le coût d'approvisionnement ou le coût d'achat avec la prise en compte des charges indirectes. Comme ça, voilà. Ça nous, j'ai perdu ma feuille. Voilà. Alors, je vais prendre la main pour la suite, si vous voulez bien. Maintenant, il va falloir regarder la partie coût de production. Le coût de production ici, que l'on va calculer, il faut reprendre les données. Hop, tac, tac. Voilà la fiche qui va me servir à travailler sur le coût de production. Vous voyez que je mets les composants de matières premières, les dattes, le beurre, la cassonade, la farine. Je rajoute la main-d'œuvre, puisque c'est dans mon sujet. Dans mon sujet, on m'a indiqué deux choses. D'abord que j'allais utiliser des quantités de dattes, des quantités ici de beurre, des quantités de cassonade, des quantités de farine. Et on m'a indiqué aussi qu'il y avait de la main-d'œuvre directe dans l'atelier cuisson. La main-d'œuvre indirecte, je l'ai repérée. Dans l'atelier cuisson, il y avait 70 heures à 15 €. Plus des charges indirectes. Les charges indirectes, elles sont basées sur le nombre de main-d'œuvre utilisée, c'est-à-dire, hop, je le mets là, à chaque fois qu'on va utiliser une heure, ça coûtera 5,10 €. Donc, 100 kg, je vais rechercher évidemment le prix de sortie de stock. 170 kg, pareil. 75 kg, pareil. Et 100 kg, pareil. Au niveau de la main-d'œuvre, je vais indiquer donc mes 70 heures à 15 €. Et au niveau des charges indirectes, 70, puisque l'unité d'œuvre, c'est l'heure de main-d'œuvre, et à 5,10 € cette fois-ci. Donc, ça va me donner les résultats suivants. Donc, mes 100 kg de dattes à 8,16 €, c'est le prix, bien sûr, qui était indiqué dans mes stocks, que j'avais recalculé dans mes stocks. Pareil pour le beurre, pareil pour la cassonade, pareil pour la farine. Enfin, au niveau de la main-d'œuvre directe, je l'ai intégrée, puisqu'elle met. En fait, c'est mon énoncé. Je dirais que le travail de repérage des données dans l'énoncé, qui est préalable au remplissage des tableaux, il est relativement important, puisque je n'ai juste qu'à reprendre les éléments d'énoncé que j'ai repérés, qui concernent ici l'atelier cuisson, et puis à indiquer dans mon tableau toutes les données, tout simplement. Il va y avoir une deuxième phase dans le coût de production, puisqu'il y a une première phase, c'est la cuisson, et la deuxième phase, c'est le conditionnement. Dans l'atelier conditionnement, comment je vais travailler? Dans l'atelier conditionnement, je vais reprendre donc les éléments relatifs à l'atelier conditionnement.
Donc, dans l'atelier conditionnement, il y a eu 75 heures d'utilisé au niveau de la manœuvre. Et il va y avoir aussi des charges indirectes. Chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'ici, on a bien produit 7820 biscuits. Et pareil, ça, c'est une donnée qui apparaissait dans le sujet. Donc, dans le tableau ici de la partie du conditionnement, je vais d'abord reprendre les biscuits, puisque qu'est-ce que je conditionne des biscuits? Donc, au coût des biscuits, je vais rajouter des coûts. D'abord de la main-d'œuvre à hauteur de 75 heures, des charges indirectes, issues du tableau de répartition des charges indirectes, et j'obtiens ici un coût final de production de 86 centimes par biscuit. La fin de l'exercice est beaucoup plus simple puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas de charge de distribution. Et donc le coût de revient, il est égal au coût de production. C'était donné, d'accord, dans l'énoncé. Donc finalement, mon coût de revient, j'ai repris les éléments du coût de production. Puisqu'on nous disait, voilà, le coût de revient, c'est le coût de production. Donc, voilà, ça c'était donné dans l'énoncé. L'énoncé ne mentionne pas de charge de distribution. Toute la production de mars a été vendue, donc il n'y a pas de stockage. Et donc le coût de revient est égal au coût de production. Donc j'ai refait un petit tableau, mais qui aurait peut-être été inutile. Il n'était pas la peine forcément, pas forcément la peine de le faire. Et ça nous donnait le coût de production et le coût de revient qui étaient identiques ici. Voilà, ça conclut notre tour d'horizon. Alors, je vous aurai le corrigé dans la séance d'aujourd'hui. D'accord. Ça conclut notre tour d'horizon des coûts complets. Alors, j'espère qu'après la séance de cours, les séances de révision et le travail que vous allez faire, vous allez vous y retrouver. Je vous conseille vivement de réviser ce chapitre. Très vivement. D'accord. Et si jamais il y avait des questions, n'hésitez surtout pas, que ce soit en direct ou par mail, de me poser des questions auxquelles je répondrai pendant les séances de cours. Pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour demain, nous allons réaborder le thème sur le bilan fonctionnel. D'accord. Dans l'autre groupe, les élèves ont demandé à ce qu'on revoie la protection numérique. Si vous avez des sujets à me proposer dans tout ce qu'on a déjà vu et des choses que vous voulez revoir, bien sûr, vous n'hésitez surtout pas. Dites-moi, Vincent, il y a peut-être un sujet que vous voulez revoir en particulier? Non, pas forcément de sujet. Vous aviez levé la main, c'était peut-être une erreur. Bon, vous avez le temps d'y réfléchir, puisqu'on va aborder le bilan fonctionnel, à mon avis, on aura une, voire deux séances, toujours à travers des annales qu'on revoit et puis d'autres sujets. Ça vous permet de vous confronter aux sujets tels qu'ils sont posés à l'examen. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée, et puis on se retrouve donc demain, si le compte de résultats c'est possible. Oui, pas de souci. Pas de souci, il était prévu à mon programme. Je sais que les chapitres chiffrés, souvent, sont plus compliqués à comprendre. Ça marche, pas de souci pour le compte de résultats et les SIG. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à demain. Ciao à tous.